merci à chacun d'être présent pour cette rencontre organisée par Liberté d'Expression, l'association étudiante de débat de Sciences Po Ex. Naturellement, merci à Michel Terrachenko de nous faire l'honneur de nous consacrer ce temps de conversation sur le thème du relativisme et de l'universalité des valeurs et de la question de l'existence de réalité morale. Vous êtes philosophe, maître de conférences à l'Université de Reims et à Sciences Po Ex, où vous enseignez la philosophie morale et politique. À l'issue d'études à l'IEP de Paris, dont vous êtes diplômé de la section service public, vous choisissez d'entreprendre des études de philosophie et préparer une maîtrise sur la critique Nietzsche du cogito cartésien. Vous savez ça? J'ai fait ma recherche. Vous avez trouvé ça? Sur votre CV. En effet, oui. Avec Jean-Luc Marion. Après l'agrégation en philosophie, vous soutenez à la Sorbonne une thèse de doctorat portant sur la querelle du pur amour entre Fénelon et Bossuet. Vos recherches portent notamment sur la contestation du paradigme de l'utilitarisme ou encore sur la torture et la démocratie. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels Un si fragile vernis d'humanité, Banalité du bien, banalité du mal, paru à la Découverte, où vous proposez de penser les conduites humaines face au mal selon un nouveau paradigme, celui de l'absence ou de la présence à soi, plutôt qu'une opposition entre égoïsme et altruisme. Vous avez également publié récemment aux éditions Jean-Claude Lattès l'essai Les scrupules de Machiavel. Vous expliquerez donc en quoi, intensément attachés au respect de la pluralité des cultures humaines, nous reconnaissons dès lors que nos valeurs et nos principes, historiquement ancrés, ne peuvent être aisément universalisés. Et que nous admettons en conséquence que les normes morales et juridiques ont, pensons-nous, un caractère profondément relatif, à la fois dans les faits et en soi. Mais que, tout à la fois, nous ne sommes pas disposés à assumer toutes les conséquences de ce relativisme des valeurs, estimant qu'il est des principes auxquels nous tenons et dont la violation nous paraît indiscutablement injuste et condamnable. Aussi, vous vous interrogerez sur la possibilité de l'articulation entre ces deux convictions, auxquelles nous sommes également attachés et qui se contredisent entre elles. Puisque dans un cas, les normes relèvent d'un acte de la volonté humaine, alors que dans l'autre, elles sont inscrites dans la nature des choses. Vous analyserez les raisons et les implications de cette inconséquence, en particulier à partir de l'expérience vécue chez les Indiens d'Amazonie par l'anthropologue Philippe Descola dans La composition des mondes, et auquel vous avez consacré un article dans la revue du MOS intitulé « Ces choses qui ne se font pas, le relativisme inconséquent de Philippe Descola, qui est aussi le nôtre ». Et votre propos sera suivi d'un moment d'échange auquel chacun pourra librement poser ses questions. Bravo Raphaël pour vos recherches. Vous m'entendez? Okay. Et pour cette présentation, en effet très juste, alors j'ai tenu à ce que le titre de cette intervention ne soit pas conférence, mais conversation. Et d'une manière générale, je considère d'ailleurs que mes cours ou mes interventions généralement sont davantage une conversation, c'est-à-dire une invitation à la réflexion en commun, plutôt que un cours magistral ou une présentation magistrale des choses. Effectivement, je vais présenter, commencer ma réflexion à partir de l'ouvrage de Philippe Descola, de ce que Philippe Descola raconte, de son expérience donc chez les Hatchoirs, dans un ouvrage qui s'appelle La composition des mondes. Et c'est un passage qui m'a beaucoup frappé, et qui a été l'occasion pour moi, je me suis dit que je devais vraiment mettre mes idées au clair, disons, sur cette question des normes, du caractère relatif ou du caractère au contraire. Alors universel n'est pas nécessairement le terme qui convient, mais enfin disons pour l'instant universel des normes, et qu'il fallait clarifier un peu le propos. Et effectivement, je soutiens que nous tenons à l'égard des normes des positions qui sont contradictoires, que nous tenons à des choses contradictoires, des positions, des principes contradictoires, qui attestent qu'on peut qualifier comme étant inconséquents, mais que cet inconséquentialisme, que ce caractère inconséquent de nos positions, que nous sommes tout à la fois, disons très simplement, attachés à la pluralité des cultures humaines. Le respect de la pluralité des cultures humaines est une chose à laquelle nous sommes profondément attachés.
Évidemment, l'attachement à la pluralité des cultures humaines s'accompagne quand même de la reconnaissance du caractère profondément relatif ou relativiste des normes, des institutions, des pratiques, des valeurs, etc. Donc un attachement profond à ça, pour des raisons historiques, évidemment, assez connues, enfin toutes sortes de raisons. Et en même temps, il est impossible de tenir une position relativiste jusque dans toutes ses conséquences, parce que Descola lui-même, et c'est ce qui va m'intéresser, va faire l'expérience, disons, que ce respect, disons, des pratiques chez les Indiens, mais il y a des choses qu'il ne peut pas accepter. Bon. Il y a des choses qu'il ne peut pas accepter et qui ne rentrent pas, disons, dans le cadre, si je puis dire, de son point de vue anthropologique, relativiste, etc. Sauf qu'il n'explique pas pourquoi il ne peut pas accepter ça, et puis il n'en tire aucune réflexion et aucune conséquence, et un approfondissement proprement philosophique, si vous voulez, sur cette espèce de limite, presque platonicienne, si je puis dire, à sa reconnaissance de la diversité ou de la relativité des cultures. Il est confronté malgré tout à une réalité morale, des choses qui ne se font pas en effet, qui atteste malgré tout de ce à quoi personnellement je tiens, l'existence de réalité morale. Et je donnerai ensuite un exemple de ça, une illustration, une incarnation de ces réalités morales, chez Victor Hugo dans Les Misérables. Et je vous montrerai donc quel passage enfin, j'ai choisi et qu'est-ce qui permet de penser cela. Donc pour commencer, si on prend Descola, je vais partir tout simplement de Descola, d'abord de ce qu'il dit à propos de... Bon, c'est un philosophe de formation, il a fait normal sup, il est normalien, il a passé le CAPES de philo, il se tourne vers ensuite l'anthropologie. Il fait le récit d'ailleurs de sa propre histoire dans la composition des mondes. Et puis il fait son enquête de terrain, donc effectivement chez les Indiens d'Achuar, d'Amazonie. Et il y va d'ailleurs, il va y passer 3 ans, je crois, pas en permanence, hein, il passe de longue durée, puis après, quand c'est un peu fatigant, il va se reposer quand même en ville. Mais il y va avec sa femme. Et ça va avoir un rôle important dans l'histoire. Mais c'est, en tant qu'anthropologue, disons, évidemment, il part dans cette tribu pour s'y fondre, pour s'y plonger, pour la connaître, pour la comprendre, avec quand même une profonde sympathie. Bon, il n'arrive pas évidemment avec ses propres jugements de valeur, avec ses propres représentations, etc. Il y a quand même un profond engagement, un désir d'intégration. Il apprend la langue, on pose même un moment s'il rêvait à Chouard, etc. Il y a vraiment une acculturation quand même très profonde. Et tout ça au nom, évidemment. Enfin, je reviendrai sur autre chose, mais c'est intéressant parce que quand il va revenir, par exemple, quand il va revenir de ce séjour, il va revenir complètement bouleversé. Je pense que c'est l'expérience bouleversante de sa vie, toute l'œuvre qu'il a construite par la suite, et donc, il est professeur au Collège de France, maintenant il n'est plus, je crois, il est émérite, son grand livre s'appelle Nature et Culture, il remet radicalement en cause cette opposition en construisant, en disant qu'il y a 4 façons, disons, dont les hommes ont composé le rapport entre le vivant et le non-vivant, entre le monde humain et le monde non-humain, pardon. Ce qu'il appelle l'animisme, le totémisme, l'anologisme et puis le naturalisme. Et puis les 2 pôles vraiment opposés, c'est l'animisme et le naturalisme. Et le naturalisme, c'est ce qui est propre, si vous voulez, de l'essence de la technique, qui géologiquement c'est l'ère de l'Anthropocène, c'est chez Heidegger l'essence de la technique, c'est-à-dire cette ère où l'homme, au fond, se considère comme être le possesseur de la nature. Tout ce qui n'est pas... L'homme est défini comme Descartes, par exemple, comme un être pensant, et tout ce qui n'est pas un être pensant, c'est juste de l'ordre de l'étendue. Bon, on relève.
dénuée, si je puis dire, de ce qui constitue vraiment le propre de l'homme, à savoir d'être un être pensant. Cette nature, évidemment, c'est aussi une nature qui va devenir extractable, disponible, et qui va conduire en réalité aujourd'hui jusqu'à sa propre destruction. À partir justement de cette idée de cette prédétermination de la nature comme étant un fonds disponible, dirait Heidegger, qu'on peut extraire, exploiter, et qui n'a d'autre finalité d'une certaine manière que celle-là. Chez les Achuar, évidemment, c'est complètement différent, parce que les Achuar considèrent les plantes comme des cousins et les animaux comme des frères. Et donc il y a une famille commune, il y a un monde commun, etc. C'est sûr que vous n'avez pas le même rapport avec le monde si vous considérez effectivement les plantes comme des cousins, et des relations de consanguinité ou des relations de fraternité avec les animaux. Donc ça, une représentation complètement différente du monde. Bon. Et donc ça, c'est sa grande thèse, c'est sa grande thèse. Et au passage, d'ailleurs, rejette évidemment la distinction nature-culture, qui est quand même une distinction très fondamentale. On enseigne partout les distinctions entre l'homme et l'animal, nature-culture, etc. Mais on met radicalement ça en cause. Le concept d'ailleurs de nature est un concept, à mon avis, qu'on ne peut même plus utiliser, si vous voulez, parce que c'est une espèce de concept générique, vague, abstrait, qui réifie et qui fait perdre la perception même sensible et même émotionnelle, de l'infinie richesse du réel, de la nature elle-même, des espèces, de la biodiversité, etc. Cette infinie richesse des espèces animales, elle n'est pas représentée, si vous voulez, même sémantiquement, dans ce concept de nature qui est un concept générique, au fond vide. Bon, je laisse à côté. En tout cas, ça a été pour lui, ça a été l'expérience de sa vie. Quand il revient de ça, le départ et le retour est quand même très difficile. Il a vécu avec eux, il s'est profondément imprégné de leur culture, avec un attachement et aussi une défense. Et il défend l'idée que l'anthropologue, c'est pas du tout simplement, n'a pas un rapport, si vous voulez, purement objectif avec la culture qu'il va étudier, comme un entomologiste qui va étudier des insectes sous un microscope. Il y a un engagement, une sympathie profonde et même un engagement moral à défendre ensuite les tribus amazoniennes contre les sociétés qui vont les chasser de leurs terres, etc. Bon, il y a un engagement, et même un engagement moral, je peux dire. Il y a évidemment le travail scientifique, mais il y a quand même mais il y a un engagement personnel et même un engagement moral. Mais la position de l'anthropologue consiste malgré tout à évidemment de ne pas juger, évidemment par définition, évidemment les pratiques, les institutions de la culture dans laquelle il va s'émerger. Et dans la composition des mondes, il a un petit passage qui est tout à fait saisissant, où il dit, je crois, de façon très claire, si vous voulez, ce qui constitue au fond le propre de la démarche anthropologique à l'égard justement de la diversité des cultures, des normes, des pratiques, et même de pratiques qui pour nous sont tout à fait contraires à nos propres valeurs, à nos propres normes, à nos propres jugements de valeur. Bon. Voici ce qu'il écrit. Une autre technique très courante dans les monographies ethnologiques et historiques est celle de la contextualisation. Donc je suis désolé parce que Raphaël a déjà entendu ça. Réentend ça, j'essaie de varier un peu le propos, mais bon. Donc la contextualisation. Et qu'est-ce que c'est que la contextualisation? C'est l'art de rendre compréhensible et... Alors, je dirais le et après. De rendre compréhensible une pratique en l'insérant à l'intérieur d'un ensemble plus général où elle prend sens. Si l'on prend insérer une pratique dans un ensemble plus général où elle prend sens. Si on prend l'exemple du cannibalisme, on comprend bien que si on le détache de tout son support rituel et symbolique, manger son semblable peut apparaître une pratique abominable. Mais lorsqu'on replace le cannibalisme à l'intérieur du contexte qui lui est associé, cela permet de dissiper son caractère apparemment scandaleux et de s'intéresser à ce que les gens qui s'y livrent pensent réaliser par cette opération en relation avec leur conception de l'identité, du cycle vital, de l'eschatologie, des substances corporelles. La démarche de l'anthropologue, c'est tout à fait, ainsi
de base, hein, je veux dire. Mais dans le travail de contextualisation, effectivement, certaines pratiques, le cannibalisme, sont intégrées dans un ensemble, un dispositif, la culture, si vous voulez, où elle pense, et où elle devient compréhensible. Sauf que j'ai volontairement coupé la phrase, parce qu'il ne dit pas simplement que ces pratiques deviennent contextualisées, donc deviennent compréhensibles, il dit qu'elles deviennent aussi moralement justifiables. C'est pas la même chose, hein, moralement justifiable. Et l'exemple qu'il prend ensuite, et l'exemple qu'il prend de ça, c'est le cannibalisme. Qui évidemment pour nous paraît tout à fait scandaleux. On peut comprendre évidemment qu'ils disent le cannibalisme est pour nous tout à fait scandaleux. Okay. L'anthropologue, lui, en tant que savant, en tant que scientifique, il ne va pas juger, il n'est pas là pour juger, il va avoir son point de vue si je puis dire, il ne va pas juger. Okay. Donc il va réintroduire effectivement le cannibalisme dans tout un ensemble de sens, dans ce qu'il appelle donc le cycle vital, de l'eschatologie, des substances corporelles, de l'identité, ok. C'est son travail. Sauf que ça c'est une chose. Bon. Il est dans son travail, si je puis dire, objectif scientifique. Mais parfois, dit-il, ce travail d'intellectualisation, d'intelligibilité, de rendre intelligible une pratique, dans le langage évidemment qui est celui de l'anthropologie, qui n'est pas celui évidemment des sociétés. Il faut bien que c'est une traduction évidemment scientifique occidentale, propre à la science occidentale évidemment de toutes ces pratiques. Mais il ne se contente pas de dire donc elles sont, qui s'agit de rendre compréhensibles, elles deviennent parfois moralement justifiables. Là on n'est plus, là c'est quand même, ça devient autre chose. C'est ce qu'il dit à propos du cannibalisme. Sauf que il va quand même dans son expérience chez les Achuar, mais ça c'est un point de vue très théorique, c'est un point de vue très abstrait. Hein. Il n'est pas confronté encore, il n'est pas confronté à la réalité du cannibalisme, parce que peut-être que s'il avait été confronté à la réalité du cannibalisme, ça aurait peut-être été un peu différent. Et là c'est un principe théorique très général, avec quand même effectivement cette distinction entre ce qui est intellectuellement compréhensible et puis ce qui est moralement justifiable. Bon. Mais ce qu'il va raconter dans l'ouvrage, c'est les expériences auxquelles il a été confronté. Il s'est aussi trouvé dans des situations où il a été confronté à des pratiques qui heurtaient ses propres convictions, ses propres valeurs et ses propres principes. Et il donne deux exemples. Et moi j'étais très frappé, si vous voulez, par ces deux exemples et la façon dont il traite ces deux exemples. Et d'ailleurs de la façon dont il les présente. Et puis, et ensuite ce qu'il en fait, ou peut-être ce qu'il n'en fait pas. Si vous voulez. Bon. Les conclusions qu'il ne tire pas, si je puis dire, de ça, et qui, moi, me paraissent devoir être tirées. Mais de ce qu'il dit, hein, c'est pas un point de vue théorique. Hein. Bon. Il raconte deux expériences. Il s'est trouvé dans deux situations où il était vraiment conduit à faire des choses avec lesquelles il n'était absolument pas d'accord. Et je vais commencer à parler de la seconde avant de parler de la première. Lui, il suit un ordre inverse, mais j'ai des raisons profondes pour partir de la seconde expérience plutôt que de la première. Et la seconde expérience est donc, le deuxième cas dont il fait état. Et celui-ci. Et on m'avait offert un fusil de chasse avant de partir sur le terrain, et je l'ai donc apporté, même si je n'étais pas du tout chasseur, en me disant que cela pouvait s'avérer utile dans une société où la chasse joue un grand rôle. J'ai appris à m'en servir sur place, pour la chasse évidemment, alors que pour les Achuar, c'est surtout une arme de guerre. Ils chassent plutôt à la sarbacane et réservent l'usage des munitions, rares et difficiles à procurer, aux affrontements armés. Lorsqu'ils ont commencé à me connaître, il faut suivre le détail, je veux dire vraiment, s'imaginer, si vous voulez, ce qu'il est en train de raconter, ce qu'il est en train de vivre, parce que de ce là il s'exprime souvent de façon très abstraite, très académique, très intellectuelle, et pas toujours facile d'accès si on n'a pas un peu les clés du langage, bon, à la fois anthropologique et philosophique. Bon. Mais parfois il s'exprime très clairement quand il raconte des situations dans lesquelles il s'est trouvé, et c'est le cas aujourd'hui.
Donc on va imaginer, si vous voulez, effectivement, imaginer la situation dans laquelle il s'est trouvé. Lorsqu'ils ont commencé à me connaître un peu mieux, et à partir du moment où j'ai été inséré dans des réseaux de parenté qui me rangeaient de façon automatique dans des factions en conflit avec d'autres factions, j'ai été malgré moi impliqué dans des affaires de vendetta qui jouent un rôle prépondérant dans la vie sociale hachoire. On m'a alors demandé de participer à des raids, puisque j'avais leur confiance, mais aussi un fusil. J'ai évidemment refusé. Et j'ai aussi refusé de prêter mon fusil, ne voulant pas être mêlé d'une façon ou d'une autre à la guerre. Mais il fallait des raisons pour refuser de se battre, sans perdre les relations de confiance patiemment acquises. Et j'ai donc été obligé d'inventer des histoires plausibles sur le plan local. Je savais que lorsqu'un fusil a tué un homme, il est chargé d'une puissance négative qui le rend inutilisable. Et j'ai donc brodé là-dessus en expliquant que c'était un fusil qui m'avait été donné par mon beau-père, ce qui était vrai d'ailleurs, et qu'il m'avait fait jurer de ne jamais m'en servir pour tuer quelqu'un, faute de quoi le fusil pourrait se venger sur lui en le sorcelant. On est souvent amené à bricoler des expériences de ce genre pour essayer de se tirer d'un mauvais pas, ou éviter d'être entraîné dans des actions que l'on n'a pas envie de commettre. Ok. Ça, c'est quand même, c'est très intéressant, si vous voulez, ce qu'il est en train de raconter. Donc, il a leur confiance, il ne veut pas perdre leur confiance. Et il est conduit, donc, effectivement, à commettre des actions, à s'embarquer dans des affaires, etc., de vendetta, donc, bon, non seulement à utiliser son arme, mais même à arrêter son arme, etc. Des choses dont il dit pas que ce sont des choses mal, hein. Il dit juste c'est des choses qu'on n'a pas envie de commettre. La gloire de Nord, hein, comme parlait. J'ai juste pas envie de. Il n'a juste pas envie de commettre. Il n'avait pas envie d'être embarqué là-dedans. C'est pas très puissant, c'est pas très fort, c'est pas. Je ne sais pas comme s'il était confronté à, si vous voulez, quelque chose qui aurait été absolument inacceptable, absolument scandaleux, qui aurait suscité une opposition absolument voilà, radicale, si je puis dire. Non, c'est juste, là, il n'a pas envie de commettre ça, et bon. Mais il a leur confiance, et donc il va bricoler. Et donc il bricole une solution en essayant de retourner, si je puis dire, leur interprétation magique, effectivement, du fusil, et si on s'en sert, alors le fusil va se retourner contre celui qui l'a utilisé, ou éventuellement... Donc ils bricolent, sans sortir de leur système de représentation. Au fond, ils l'utilisent, on va voir, là, ils utilisent leur système de représentation symbolique, d'une certaine manière, pour se sortir d'un mauvais pas. Une espèce de ruse, de stratégie, etc. Il ne remet pas du tout en cause, hein, le mode de vie des Hachoirs, ni le fait qu'ils pratiquent la guerre, ni qu'ils utilisent des fusils, ni qu'il y ait des vendettas, ni qu'ils se tuent les uns les autres. Il ne remet pas ça en cause. Il dit bah, c'est mal, etc. Bon. C'est juste, à titre personnel, bon, j'ai juste pas envie d'être embarqué là-dedans. À la fois, il ne remet absolument pas en cause, si vous voulez, la culture hachoire, si je peux dire, ou leur pratique. Il ne remet pas ça en cause. C'est juste sa conscience, il faut quand même qu'il doit quand même, d'une certaine manière, préserver, si je puis dire, quand même sa conscience, sa conscience. Et donc c'est juste du bricolage. Il trouve une ruse, il trouve une solution, etc. Ok. Le problème, c'est que ça ne marche pas à tous les coups. Il s'est trouvé dans des situations où il n'y a eu plus de bricolage possible. Et c'est la première expérience dont il parle. C'est pour ça qui est pour le coup beaucoup plus embarrassante. Chez les Hachoirs, alors vous allez voir l'exemple qu'il prend, parce que l'exemple qu'il prend va nous parler aujourd'hui, nous, dans le contexte qui est le nôtre et de la conscience publique à l'égard de ces problèmes. Chez les Hachoirs, par exemple, la violence des hommes vis-à-vis des femmes était commune. Ce n'était pas une attitude généralisée, mais c'est toujours resté quelque chose de très choquant pour ma femme et moi. Bien qu'il ait été difficile de réagir de façon acceptable. Il nous arrivait de soigner des femmes qui avaient été brutalisées par leur mari, mais lorsque j'allais dire à un homme que c'était des choses qui ne se faisaient pas, il me disait « Tu parles comme un missionnaire », il disait « Tu parles comme un missionnaire ».
Cette réaction faisait ressortir une difficulté, peut-être une impasse, de notre situation parmi eux. En effet, les Atchouars, chez qui nous étions arrivés au début de notre séjour, avaient eu des contacts épisodiques avec des évangélistes américains et ils nous interrogeaient souvent sur notre monde. Parmi ces questions, beaucoup concernaient Dieu, l'enfer, le paradis, la création de la terre, autrement dit les choses dont leur avaient parlé les missionnaires. C'étaient des questions qu'ils n'avaient pas l'habitude de se poser d'eux-mêmes, parce que l'origine et la fin du monde ou le destin de l'âme après leur mort leur étaient plutôt indifférents. Mais étant donné les grandes périodes de loisirs que leur accordait leur rythme de travail assez tranquille, ils avaient beaucoup de temps à consacrer à ce genre de choses, ainsi qu'aux questions ordinaires de la vie courante. Et j'insiste quand même, ils ont beaucoup de temps, ils peuvent théologiser ou métaphysique. Ils ont du temps pour les questions théologiques, les questions philosophiques et les questions métaphysiques que nous n'avons plus. Et ça les amusait, ça les intéressait finalement de parler ça, alors que c'était des systèmes de représentation qui n'étaient absolument pas le leur. Mais bon, ils avaient du temps, ils aimaient bien discuter, et les hautes questions théologiques, le paradis et l'enfer, qui parle aujourd'hui du paradis et de l'enfer, du destin après la mort, sous un arbre, etc., de conversation de personne. Et j'insistais beaucoup dans mes réponses pour ne pas sembler tenir le même discours que les missionnaires. Je disais par exemple que tout le monde chez nous ne pense pas comme cela, qu'il y a d'autres théories sur l'origine du monde. Et c'est donc là qu'ils pouvaient me faire la remarque. Si je pense que les missionnaires n'ont pas raison en tout, pourquoi parler comme eux dès qu'il s'agit du traitement des femmes? Il était alors difficile de faire un esclandre ou de s'engager dans une controverse morale sans fin, que ma connaissance encore embryonnaire de la langue m'aurait d'ailleurs empêché de conduire. Je ne pouvais que constater que nous avions atteint une des limites de l'observation participative. Okay. Moi, je suis tombé sur ça. Quand même, c'est quand même il se joue quelque chose quand même de tout à fait considérable. C'est simplement il ne va pas du tout approfondir ce dont il est question ici, ce qui se manifeste et ce qui se joue et ce qui se donne à penser. D'abord, effectivement, la première chose, c'est face à la violence des femmes. Bon, effectivement, j'ai dit il est avec sa femme. Donc ça compte probablement, effectivement, aussi sur le jugement qui porte sur ces pratiques, dont on sait aujourd'hui quelle importance elles ont quand même. Hein. Et qu'est-ce qu'il dit à ce propos? Il y a une formule que moi j'ai retenue, donc effectivement, que j'ai tirée, si je puis dire, hein, pour lui donner tout son sens, et essayer de réfléchir et d'approfondir. Elle dit ce sont des choses qui ne se font pas. Ce sont des choses qui ne se font pas. Il ne dit pas ce ne sont pas des choses qui ne se font pas pour nous. Il dit ce sont des choses qui ne se font pas en soi, dans l'absolu, universellement, tout ce que vous voulez, en soi. Ok. Ça, c'est non contextualisable. Première question, Monsieur Descola, pourquoi est-ce que vous pouvez contextualiser le cannibalisme, dire que c'est une pratique dont il y a lieu qu'il convient de rétablir dans un système de sens, où elle devient compréhensible, et même éventuellement moralement justifiable. Monsieur Descola, pourquoi est-ce que vous pouvez contextualiser le cannibalisme et pourquoi vous ne pouvez pas contextualiser la violence faite aux femmes? Pourquoi l'une est contextualisable et pourquoi l'autre n'est pas contextualisable? On n'est plus dans le relativisme des valeurs, là. On n'est plus dans le relativisme des valeurs, on n'est pas dans des pratiques culturelles, on n'est pas dans des pratiques simplement sociales qui trouvent un sens dans tout un système de sens, etc. On est dans une pratique qu'il rejette, qu'il condamne, comme étant contraire à ce qui est, contraire à ce qui doit se faire et contraire à ce qui est, qui ne relève pas des normes, qui ne relève pas d'un jugement de valeur, qui relève non pas du devoir-être, mais qui relève de l'être, qui relève de la réalité même des choses. Ce sont ces choses en elles-mêmes qui ne se font pas. C'est pas simple de dire qu'il y a des choses en elles-mêmes qui ne se font pas. Parce qu'il faut quand même être capable de penser ça. Il ne suffit pas de le dire, il ne suffit pas de l'affirmer. Alors, ce qui est génial dans l'histoire, c'est qu'est-ce que font les Atchouars? Les Atchouars, ils se comportent comme des anthropologues, si je puis dire. Eux, ils relativisent, ils renvoient, si je puis dire, Descola
comme s'ils avaient lu les Lévi-Strauss, il renvoie Descola à son relativisme, en disant « Hey, là, tu es en train de parler comme une missionnaire évangéliste. » Alors Descola, il avait tout sauf envie d'être identifié à un missionnaire évangéliste. Et il dit « Non, je ne parle pas comme un missionnaire évangéliste. » Il dit « D'ailleurs, les missionnaires évangélistes, en gros les chrétiens, soutiennent des thèses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord, avec lesquelles il y a des controverses. Par exemple, sur l'origine du monde. Et très clairement, évidemment, c'est entre la conception de la création et puis la conception darwinienne. Et donc, il dit un désaccord, si je puis dire, dans notre tradition à nous, si je puis dire, dans une tradition à nous, entre, sur des questions philosophiques fondamentales, sur la question de l'origine du monde, sur la question de la création, sur la question de l'évolution, etc., des espèces, enfin, des questions qui ont fait l'objet de débats théologiques, philosophiques, considérables, dans toute l'histoire de la tradition et de la culture occidentale. Bon. Okay. Donc il refuse absolument d'être identifié. Donc ce qui est extraordinaire, les Achuars, dans leur intelligence, hein. Ils leur disent, mais attends, mais d'où parles-tu? Bon, tu parles comme un évangéliste, etc. Bon. Effectivement, les évangélistes étaient venus, avaient cherché à les évangéliser, leur avaient parlé de toutes sortes de sujets, effectivement, qui correspondaient à des catégories dont ils n'avaient pas la moindre idée, hein. Je veux dire, Dieu, le paradis, l'enfer, la création, etc. Tout ça, c'était du chinois. Mais bon, comme je vous dis, ils avaient du temps, parce que dans les sociétés indigènes, évidemment, on travaille très peu. Bon. On ne prend pas sa retraite à 64 ans, et on travaille 4 heures par jour, hein. Le reste du temps est consacré aux loisirs. Hein. Bon. Et donc un loisir, mais intelligemment consacré à des discussions de très haute volée. Ok. Donc il le renvoie à ça, et donc lui refuse cette identification, et il reprend, si je puis dire, l'argument relativiste en disant non mais attendez, l'argument la position, donc il redouble, si je puis dire, le relativisme. Les Achuars lui renvoient un argument relativiste, vous parlez comme les évangélistes, et puis lui il relativise le point de vue le point de vue des évangélistes, en disant mais attendez, ils soutiennent une position qui font l'objet de controverses et avec lesquelles on n'est pas d'accord. Ils disent moi avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Relativisme au carré. Et ils disent mais attendez, si déjà vous n'êtes pas d'accord entre vous sur ces questions philosophiques fondamentales, de quel droit et comment est-ce que vous pouvez nous dire que ce sont des choses qui ne se font pas? D'où parlez-vous, si je puis dire? Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Si vous parlez de votre propre point de vue, vous ne pouvez même pas dire que vous parlez de votre propre point de vue, puisque votre propre point de vue, vous n'êtes même pas d'accord dans votre propre point de vue sur des questions fondamentales. Donc vous ne pouvez pas nous asséner, si je puis dire, comme un principe, ou comme une leçon, ou comme une vérité, que les violences faites aux femmes sont des choses qui ne se font pas. Impasse. Je ne peux pas répondre à ça. Il arrive à une limite. Okay. Sauf qu'une fois qu'on a dit ça, c'est maintenant que les questions philosophiques ou les questions fondamentales commencent. Lui, il n'approfondit pas du tout cette interrogation. Sur la question du cannibalisme, on peut se tourner par exemple vers ce que dit un des plus grands philosophes contemporains, modernes, disons du XXe siècle, que vous ne connaissez peut-être pas, mais qui est un très grand philosophe, qui s'appelle Léo Strauss, qui a enseigné à l'université de Chicago, qui est un grand spécialiste, et qui, dans la querelle entre les anciens et les modernes, est un défenseur du rationalisme classique, disons c'est un platonicien. Il n'est pas relativiste, il est platonicien, et c'est dans la querelle, sur la controverse entre les anciens et les modernes, et il est du côté des anciens. Il soutient une théorie qui est une doctrine qui est la doctrine du droit naturel, à savoir l'idée qu'il y a un étalon du juste et du bien, du juste et du bien, qui peuvent être connus par l'exercice par l'exercice de la raison. Et que ce n'est pas du tout une affaire simplement de jugement de valeur. Disons que le bien et le mal sont inscrits dans la nature même des choses, constituent des réalités morales, et pas simplement des jugements moraux. Il critique radicalement, si vous voulez, la distinction que Max Weber fait entre faits et valeurs, l'idée que la science, c'est uniquement une connaissance des faits, et qu'il n'y a pas de connaissance objective du bien, du mal, du juste et de l'injuste. Que c'est juste un jugement de valeur, et que les jugements de valeur ont pour origine des normes, et des normes qui ne sont pas inscrites dans la nature des choses, mais des normes qui résultent de la volonté des hommes,
Ce sont et donc de normes posées par les hommes, et même arbitrairement. Les hommes ont posé des normes. Le bien et le mal ne peut pas faire l'objet d'une connaissance. Il n'y a pas de connaissance du bien et du mal. La connaissance, disons, c'est la connaissance scientifique. C'est la connaissance de la réalité, et de la réalité telle que la science, effectivement, peut la représenter, nous la faire connaître, etc. Disons, l'ensemble des phénomènes gouvernés par des lois. L'épistémologie moderne est plus complexe, plus relative. En fait, l'épistémologie moderne est beaucoup plus relativiste que cette vision réaliste que je viens de formuler. Et chez les épistémologues, il y a des débats considérables entre un point de vue réaliste, le réalisme métaphysique, un réalisme modéré, ou au contraire un point de vue tout à fait sceptique sur le rapport entre la science et la réalité. Le scepticisme considérant à dire que la science n'est pas du tout la connaissance de la réalité, qu'on ne connaît jamais, si vous voulez, un document, que ce n'est jamais qu'un texte, que ce n'est jamais un langage, que ce n'est jamais un système de représentation, mais qui ne nous fait jamais connaître et accéder à la réalité en soi. Mais passons. Malgré tout, nous considérons que la science est la connaissance de la réalité, et la réalité, c'est, pour faire simple, pour l'instant en tout cas, l'ensemble des choses qui sont et des choses que nous pouvons connaître, auxquelles nous pouvons donner une intelligibilité, dont nous pouvons dégager les lois, etc. Le domaine de la science. Mais s'agissant du bien et du mal, il n'y a pas de connaissance possible du bien et du mal. Il n'y a pas de réalité, si vous voulez, du bien et du mal. Il n'y a pas de réalité du bien et du mal. Okay. Ça, c'est une position, si vous voulez, contemporaine, moderne, absolument fondamentale. Le bien et le mal, c'est une affaire de jugement de valeur. Les jugements de valeur sont posés par des normes, et les normes sont des normes essentiellement culturelles et sociales, diverses selon les cultures. Et si vous voulez tenter d'échapper à ça, surtout en revendiquant l'idée qu'il y a des choses qui en elles-mêmes, si je puis dire, sont mal, ou en elles-mêmes des choses qui sont bien, qu'il y a une réalité du mal ou une réalité du bien, ça devient quand même très compliqué. Mais Léo Strauss, grand philosophe, un commentateur qui a écrit des très grands textes sur Spinoza, sur Hobbes, sur Maïmonide, sur Platon, etc. Un immense commentateur, d'une érudition phénoménale, très grand lecteur, très très grand commentateur et lecteur, de lecture espèce talmudique des textes philosophiques. Mais au tout début donc, de son ouvrage Droit et Histoire, il prend l'exemple justement du cannibalisme dont il a été question chez Descola. Et lui, il ne le traite pas du tout de la même façon, parce que lui, il le traite, si je puis dire, dans le cadre du droit naturel, ou l'idée qu'il y a des choses qui sont en elles-mêmes justes et des choses qui sont en elles-mêmes mauvaises. Le besoin, dit-il, est... Parce que le besoin du droit naturel, il parle d'un besoin du droit naturel, le besoin de croire à des choses. Ce que je dirais, c'est que quand Descola dit qu'il y a des choses qui ne se font pas, il atteste d'une certaine manière d'une réalité du mal. Il y a des choses qui sont en elles-mêmes mal, pas parce que nous pensons, pas parce qu'il parle à partir de son propre culture, de son propre point de vue. Non, c'est quelque chose qui est mal. Il ne peut pas le prouver, il ne peut pas le démontrer. Il est incapable, d'ailleurs, il aurait probablement même peut-être du mal à le démontrer chez nous, parce que penser ça dans notre tradition, dans l'état de la pensée philosophique aujourd'hui, c'est certainement très compliqué. Bon, voici ce qu'écrit Léo Strauss. Lui qui est du côté des anciens, on le dit, c'est un conservateur, c'est un réactionnaire, tout ça n'a aucun sens. Simplement, il dit qu'il y a un besoin du droit naturel. Quand on dit des choses qui ne se font pas, c'est l'attestation d'un besoin du droit naturel, c'est de croire qu'il y a des choses, des réalités morales. Le besoin du droit naturel, et il faut que je fasse attention à l'heure parce qu'on va se retrouver trop tard. Le besoin du droit naturel, on a dit 3/4 d'heure, ça va, j'ai encore dit. Le besoin du droit naturel est aussi manifeste aujourd'hui qu'il l'a été durant les siècles et même des millénaires. Ça, je pense que si vous voulez, ça veut dire que contrairement à ce qu'on pense, il y a une actualité du platonisme. On peut lire Platon, on peut lire les anciens, on peut lire Platon dans l'actualité de leur pensée. C'est pas parce qu'ils ne sont pas modernes, c'est pas une pensée qui aujourd'hui détermine nos représentations et des représentations partagées, mais ça ne veut pas dire que cette pensée n'a pas perdu toute actualité ou toute vérité possible, tout sens et même toute vérité possible. Et qu'on ne se débarrasse pas si aisément d'une certaine manière de la pensée platonicienne. Rejeter le droit naturel revient à dire que tout droit est positif, autrement dit que le droit est déterminé exclusivement par le législateur. Or, il est évident qu'il est parfaitement censé et parfois même nécessaire de parler de lois ou de décisions injustes, ou de choses qui ne se font pas. C'est la même chose.
de lois, de décisions injustes ou de choses qui ne se font pas. En passant de tels jugements, là, ces choses qui ne se font pas relèvent de ce besoin du droit naturel, comme les lois injustes, les lois scélérates, les lois injustes. Du point de vue du droit positif, il n'y a pas de loi injuste. C'est la loi qui dit ce qui est juste, il n'est pas possible qu'il y ait de loi injuste. Du point de vue du positivisme juridique, c'est absolument impossible de penser en termes de loi injuste. Et pourtant, nous pensons qu'il y a des lois injustes. Mais pour penser dans les lois injustes, il faut penser dans un cadre qui n'est pas celui, évidemment, du positivisme juridique et du relativisme des valeurs. Et quand nous disons des lois injustes, nous ne disons pas des lois injustes pour nous, pour moi. Nous disons non, ce sont des lois qui sont injustes en elles-mêmes. En passant de tels jugements, nous impliquons qu'il y a un étalon du juste et de l'injuste qui est indépendant du droit positif et qui lui est supérieur. Un étalon grâce auquel nous sommes capables de juger le droit positif. Bien des gens aujourd'hui considèrent que l'étalon en question n'est tout au plus que l'idéal adopté par notre société, ce que nous appelons l'idéal, ces choses qui ne se font pas, c'est juste pour nous. Et ce que-là, il ne dit pas c'est juste. Descola ne dit pas ces choses qui ne se font pas, elles ne sont pas justes, et il ne dit pas ce sont des choses qui ne se font pas pour nous, c'est les Alchoirs qui disent ce sont des choses qui ne se font pas pour vous. Mais lui, il ne dit pas, il refuse l'argument relativiste. Hein. C'est les Alchoirs qui sont relativistes, qui lui disent ce sont des choses qui ne se font pas pour vous. Donc la conversation ici entre Descola et Léo, qu'on peut inventer, si vous voulez, enfin qu'on peut imaginer entre Descola et Léo Strauss. Et dans l'affaire, c'est Léo Strauss qui est puissant. Hein. C'est pas Descola qui a la position intellectuellement et réellement la plus puissante. Hein. La plus puissante, c'est plutôt ce que dit Léo Strauss. Un étalon, alors bien des gens aujourd'hui considèrent que l'étalon en question n'est tout au plus que l'idéal adopté par notre société ou notre civilisation tel qu'il a pris corps dans ses façons de vivre ou ses institutions. Okay. Mais d'après cette même opinion, toutes les sociétés ont leur idéal, les sociétés cannibales, pas moins que les sociétés policées. Et si les principes tirent une justification suffisante du fait qu'ils sont reçus dans une société, les principes du cannibale sont aussi défendables et aussi sains que ceux de l'homme policé. En gros, c'est la position de Descola. Si les principes tirent une justification suffisante du fait qu'ils sont reçus dans une société, si les principes tirent une justification suffisante du fait qu'ils ont un sens dans tout un système symbolique de représentation et de pratique, ok. À ce moment-là, il est impossible, les principes du cannibale sont aussi sains et défendables, et même moralement justifiables que ceux de l'homme policé. C'était la position de Descola à propos du cannibalisme. Au fond, ils sont aussi défendables et aussi sains que ceux de l'homme policé. Il n'y a pas de distinction entre, effectivement, la civilisation et la société qui pratique le cannibalisme. Admettons. Sauf que ce qui nous intéresse dans cette affaire, c'est que cette position de Descola, il ne peut pas la tenir. Il ne la tient pas. Parce que s'il la tenait, face à la violence des femmes, il devrait juste se taire. Il devrait juste noter, interpréter, expliquer, etc. Il dit, ok, c'était pas une pratique généralisée, donc c'est pas quelque chose de totalement institutionnalisé, c'est pas quelque chose qu'on peut théoriser, auquel on peut donner le même sens symbolique, si je puis dire, le cycle vital, l'identité, comme les substances corporelles, comme pouvait le faire les cas du cannibalisme. Enfin, c'était quand même une pratique sociale dominante. Hein. Or là, donc ce qui nous intéresse ici, c'est que cette position relativiste, etc., où il n'y a pas, si vous voulez, où il est impossible de dire d'une certaine manière qu'une société civilisée qui condamne le cannibalisme serait supérieure à la société qui la pratique. Si quand même, en gros, la position, si vous voulez, quand même anthropologique moderne, l'impossibilité d'exercer un jugement de valeur et surtout de présupposer qu'une société civilisée serait supérieure à une société où la notion même de société civilisée, si vous voulez, n'a pas de sens ou doit être radicalement remise en cause. On a totalement redistribué les cartes, etc., au nom justement du respect de la pluralité des cultures humaines. Ok. Mais ce qui nous intéresse, c'est que cette position, elle est indéfendable. Il ne peut pas soutenir cette position. Et s'il ne peut pas soutenir cette position, c'est parce que confronté à la violence des femmes, il y a en effet des choses qui ne se font pas. Pas parce qu'il y a des normes, pas parce qu'il y a des lois, pas parce qu'il y a des lois qui disent ça, pas parce qu'il y a des normes qui disent ça, pas parce qu'il formule un jugement de valeur qui se rapporte à une morale particulière, celle effectivement qui est la sienne en tant qu'homme occidental, parce que franchement sinon il n'avait qu'à se taire. Il ne pouvait pas ouvrir la bouche, n'est-ce pas, s'il considérait qu'on dit ce sont des choses qui ne se font pas, je le dis simplement en tant qu'homme éduqué de la société occidentale, etc. Sauf à considérer évidemment que la société occidentale est peut-être moralement plus avancée, position qu'il ne pouvait pas tenir. Néanmoins, il est confronté à une impasse.
L'impasse, c'est pas simplement l'impasse de Descola à expliquer aux Hachoirs pourquoi ce sont ces choses qu'ils ne font pas. En fait, c'est sa propre incapacité lui-même à expliquer pourquoi ce sont des choses qui ne se font pas. Et qu'est-ce que ça veut dire, ces choses qui ne se font pas? Qui sont inscrites dans les déterminations, dans la réalité même. Autrement dit, ces choses qui ne se font pas, c'est mal. La violence faite au mal est mal. C'est quelque chose de mal, et de mal en soi. Pas de mal pour nous, pas de mal pour nous, de mal en soi. De mal inscrit dans la nature. Ce sont des choses qui ne se font pas. Culture occidentale, ok, on voit bien l'argument, okay, en tant qu'occidental, mais il ne s'exprime pas en tant qu'occidental, n'est-ce pas? Peut-être que l'Occident ou l'Europe est le lieu à partir duquel il peut penser ça. Peut-être que l'Occident est le lieu à partir duquel il peut dire ce sont des choses qui ne se font pas, à condition de penser que l'Occident c'est tout à fait autre chose qu'une culture, qu'un territoire géographique, mais que c'est par exemple l'espace où la raison est apparue, comme elle est apparue, je ne sais pas, sous la Grèce antique, à partir du 5e siècle, etc., remplaçant le mythe par la philosophie. Bon, ça aurait posé des questions qui étaient des questions. En tout cas, ça aurait posé des questions qui étaient des questions philosophiques absolument majeures. Absolument majeur, puisqu'il parle en tant qu'occidental. C'est un occidental qui ne parle pas en tant qu'occidental. Il exprime un principe, ce sont des choses qui ne se font pas, inscrites dans la détermination même des choses, qui s'imposent, si je puis dire, comme des évidences rationnelles, on peut dire, si vous voulez, malgré tout, des évidences rationnelles. Et qui ne peut pas évidemment communiquer, faire connaître, faire admettre, etc. Mais qu'il refuse malgré tout refuse de remettre en cause et qu'il pose et qu'il affirme. Bon, et qu'il éprouve d'ailleurs, et qu'il éprouve lui-même. Donc les vraies questions philosophiques sur le rapport, par exemple, entre la norme, est-ce que les normes sont uniquement inscrites dans comme le dit Léo Strauss, ce qui a été établi par le législateur, hein, c'est simplement qui relève du droit positif. Bon. Ou bien est-ce que malgré tout, il y a des choses qui sont inscrites dans la nature même des choses? Il y a du mal en soi, ou d'ailleurs du bien en soi. Il y a du mal en soi. Bon. Inscrit dans la nature même des choses, ne relevant pas de la volonté humaine, n'étant pas relativisable, et un principe. Le propre du principe, c'est qu'il n'est pas contextualisable. Le principe, il peut apparaître dans un contexte historique. Par exemple, j'avais fait mon dernier cours ici sur le principe de dignité. Le principe de dignité, il est apparu dans un contexte historique, en gros le contexte de lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Mais ce n'est pas un principe contextualisable. Le principe de dignité, ce n'est pas un principe occidental. C'est un principe universel, c'est un principe fondamental. Il apparaît dans un contexte historique bien particulier, mais le principe, il n'est pas contextualisable. Autrement dit, les choses qui ne se font pas, la violence faite aux femmes, vous ne pouvez pas contextualiser ça. Vous ne pouvez pas contextualiser le principe qui condamne la violence faite aux femmes. Elle est inscrite dans les déterminations même, dans la réalité même, et dans une réalité de nature morale. Alors, j'ai 5 minutes pour parler d'Hugo. On a jusqu'à 20h. Oui, mais vous serez parti avant. Hein. Moi, je vais continuer, mais vous aurez déjà fait la part. À propos de... Non, parce que là, on est dans des terrains, si vous voulez, des terrains qui ne sont pas du tout des terrains auxquels on n'est pas sur des terrains qui sont des terrains auxquels on est, en tout cas philosophiquement familier aujourd'hui, parce que toute la modernité, d'une certaine manière, j'allais dire post-nietzschéenne, ou post-métaphysique, a absolument rejeté l'idée qu'il puisse y avoir quelque chose, si vous voulez, comme des réalités métaphysiques ou des réalités morales, une réalité du bien ou une réalité du mal. Il n'y a pas de réalité du bien ou de réalité du mal. Or, Descola, d'une certaine manière, il est confronté à quelque chose dont on peut dire que c'est quand même la réalité du mal. À propos de la réalité du bien, parce que moi j'ai consacré l'avant-dernier ouvrage, c'est un ouvrage que je vais citer parce que j'y tiens beaucoup, que j'ai intitulé donc Ce bien qui fait mal à l'âme. Et le sous-titre donc c'est la littérature comme expérience morale, et qui est
avec l'idée que, je trouve que j'avais déjà travaillé sur la question du bien et du mal, donc de l'ouvrage qui s'appelle Ainsi fragile dernier d'humanité, mais là c'était les facteurs humains de destructivité humaine. Mais ce qui me suis intéressé sur la question du bien et du mal. Qu'est-ce que la philosophie a à dire sur la question du bien et du mal? Zéro. Pas grand-chose. Mais en littérature, par contre, il y a des romans, si je puis dire, où là, d'une très puissante intensité, où la question du bien et la question du mal apparaissent incarnées dans des romans d'une très très haute intensité. Donc, Hugo, Les Misérables, Melville, Bélébade, L'idiot de Dostoïevski. Je relis en ce moment Les Démons, je veux dire, voilà, lisez Les Démons, je veux dire, il n'y a pas de roman, si je puis dire, plus tragique sur le nihilisme moral, sur la réalité du mal et sur les enfin bon. Okay, donc, étudier un certain nombre d'auteurs, donc Dickens, Hugo, aussi un ouvrage Stefan Zweig, etc. Avec l'idée, juste pour dire deux mots, avec l'idée que, parce que Bataille disait, si la littérature ne s'intéresse pas au mal, elle devient vite ennuyeuse. Et ça, je considère que c'est une proposition généralement acceptée. Si la littérature ne parle pas du mal, elle devient. Si elle parle du bien, elle devient vite ennuyeuse. Totalement faux. Ces romans-là, L'Idiot, Les Misérables, Temps difficile, Zweig, Melville, ce sont des mines, ce sont des romans où la question du bien est absolument fondamentale. C'est des romans où portent sur la littérature et le bien. Et ce sont des romans qui sont des mines extraordinairement riches. Il suffit de descendre dans ces romans et pour aller puiser à pleine main, si vous voulez. Mais mon idée, c'était de savoir qu'est-ce qu'on peut tirer, si vous voulez, de cette... Si la philosophie n'a rien à nous dire sur le sujet, parce que ce sont des concepts vagues et abstraits, allons voir dans la réalité même, effectivement, des très grands romanciers, en effet, ce qu'ils font, si je puis dire, et comment ils traitent, et qu'est-ce qu'il en sort, et quelles conclusions on peut en tirer. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Mais à propos des Misérables, et je pense que l'ouvrage, qui est celui qui va le plus loin, disons, dans une espèce d'ontologie du bien, ou de métaphysique du bien, ou de manifestation du bien, c'est Hugo. Les Misérables. Et je vais finir juste sur ça. Les Misérables, Hugo, il est rousseauiste. Je dirais, il considère que si Jean Valjean est devenu un homme, Jean Valjean qui sort donc du bagne, le roman commence, enfin il commence pas par ça, mais Jean Valjean apparaît d'abord comme ça, sortant du bagne, donc auquel il a été condamné pendant 17 ans, etc., il en ressort comme étant un homme féroce, un homme mais vraiment, voilà, travaillé par la haine et la férocité, mais pas du tout parce que c'est un homme méchant, au contraire, c'est un homme beau, mais parce qu'il a été rendu vraiment féroce et haineux par l'institution du bagne. Donc l'homme est naturellement bon, mais si je puis dire comme chez Rousseau, c'est la société qui le rend méchant. Et donc ça, c'est l'institution qui a fait de lui une bête, etc. Et vous vous souvenez, il arrive à Digne. Il va dans un premier hôtel, il a un tout petit peu d'argent, il a passé 17 ans, alors il doit... Bon. Il va dans un premier hôtel, et puis l'hôtelier commence par l'accepter, et puis il comprend que c'est un bagnard, parce qu'il a entendu parler qu'il y a un bagnard qui a été délevé, et donc il le chasse. Il refuse de... Et puis après, il va dans un deuxième hôtel de moindre catégorie, il est aussi rejeté, enfin il est rejeté partout, et puis il va aussi dans Chenil, enfin bon, il est chassé par les chiens, etc. Il n'a nulle part où aller, il est chassé absolument partout, si vous voulez, par cette espèce de stigmate, effectivement, qui l'accompagne, d'être un ancien bagnard. Et puis quelqu'un lui dit, vous avez frappé à la porte de l'évêque, du curé, on ne dit même pas l'évêque dans le livre. Le roman avait commencé par la présentation de cet évêque, l'évêque de Digne, Muriel Bienvenu, Monseigneur Bienvenu. Et donc le roman commence par ça. En tout cas, il va frapper. Et il arrive, cet homme plein de férocité. Vous imaginez, je veux dire, quelqu'un qui frappe à votre porte, etc. Et puis c'est pas... bon. Il est plein de haine, de férocité, etc. Il dit voilà, j'ai été... il retrouve, justement, retrouvant d'une certaine manière, rejeté par les... Enfin, bon, il se présente de façon assez inquiétante, si vous voulez, quand même. Et il y a Bienvenu qui est là. Et qui dit à sa sœur, il y a sa sœur et la servante, et lui dit Madame Magloire, vous mettrez un couvert de plus à la table. Voilà, Jean Valjean, il ne comprend pas du tout ce qui lui arrive. Parce que jusqu'à présent, il n'a reçu que des coups, que le fouet, il n'a connu que la haine et la méchanceté, et il n'a connu que des souffrances infligées par les hommes, et il est encore chassé de partout. Il y a quelqu'un qui lui dit mais assieds-toi à table, ou asseyez-vous. Il dit
part dessus, asseyez-vous et il y a un couvercle. Et là, il le regarde absolument écarquillé. Il dit, mais attendez, je suis un bagnard, j'ai été chassé, j'ai fait 17 ans, etc. Bon, donc il renouvelle d'une certaine manière son identité, si je puis dire, son curriculum vitae assez effrayant. Et là, il y a cette phrase magnifique. Moi, je voulais appeler le livre comme ça. Non pas ce bien qui fait mal à l'âme. Et là, cette phrase magnifique. Madame Magloire, vous mettrez des draps blancs au lit de l'alcôve. L'hospitalité. L'hospitalité inconditionnelle. Dans les termes qui sont, dans les temps qui sont les nôtres, hein, où l'accueil de l'étranger, l'accueil de l'autre, etc. Bon. Exemple admirable. Et la phrase est magnifique. Hein. Madame Magloire, vous mettrez des draps blancs au lit de l'alcôve. Donc déjà, moi quand je lis ça, je veux dire, les 350 premières pages des Misérables, vous êtes quand même à genoux, hein, parce que c'est quand même quelque chose qui c'est d'une telle puissance et d'une telle force. C'est un roman d'une intensité morale, où les conflits moraux, les enjeux moraux sont présentés avec une intensité et une force absolument inouïe. Okay. Donc, et puis donc il dort là, comme vous savez, il dort là, et puis il va se réveiller au milieu de la nuit, puis il va voler les couverts. Et il est rattrapé et ramené devant l'évêque. Et là, l'évêque lui dit, mais mon ami, que n'avez-vous emporté les chandeliers? Jean Valjean était comme un homme qui va s'évanouir. Et ce que Hugo raconte, c'est que l'évêque, dit-il, un peu quelques pages plus loin, l'évêque lui avait fait mal à l'âme. C'est-à-dire que cette bonté, ce geste-là, de bonté, d'hospitalité, de bonté inconditionnelle, était un coup plus violent, un choc, un traumatisme plus violent que tous les actes de souffrance ou de férocité qu'il avait subis. Tout le mal qu'il avait subi, toute la souffrance qu'il avait subie, n'était au fond rien en comparaison du traumatisme de ce geste de bonté que Hugo décrit dans des termes implicitement platoniciens. Au sortir de cette chose difforme et noire qu'on appelle le bagne, l'évêque lui avait fait mal à l'âme, et voici ce qu'il ajoute. Comme une clarté trop vive lui fait mal aux yeux en sortant des ténèbres. Le bien qui a été fait à Jean Valjean, c'est pas simplement qu'on lui a fait du bien. C'est pas juste que c'était bien pour lui, que ça lui faisait de nouveau échapper à la bagne, etc. Quelque chose s'est montré, quelque chose s'est manifesté dans une clarté si aveuglante et si traumatisante qu'elle est comparée à des ténèbres. Une clarté trop vive lui fait mal aux yeux en sortant des ténèbres. Or, la clarté qui aveugle, c'est très exact, la clarté qui aveugle, c'est celle que fait le philosophe platonicien, que fait le philosophe chez Platon dans l'allégorie de la caverne, lorsqu'il sort de la caverne et qu'il entre dans le monde des idées. Il est d'abord aveuglé par la clarté des idées, lesquelles sont illuminées par l'idée du bien. Il y a une expérience platonicienne, il dit c'est une clarté, donc il dit pas, il raisonne pas en termes utilitaristes, il dit pas, ou en termes égoïstes, en disant simplement, ah oui, l'évêque a été très gentil pour lui, ou il a fait quelque chose qui était très bon pour lui, ou qui était très gentil pour lui, ou il a juste fait preuve de bonté. C'est pas qu'il a fait preuve de bonté, c'est que dans cette geste de bonté, quelque chose s'est montré, quelque chose s'est manifesté. Et d'ailleurs, de façon impitoyable. Parce que toute l'histoire ensuite du roman, ça va être l'obligation non consentie, d'une certaine manière, non choisie en tout cas, d'être à la hauteur de ce geste de bonté, de cette manifestation du bien. Au moment où Jean Valjean meurt, les chandeliers sont encore sur le chambranle de la cheminée. Et puis il dira, j'ai fait ce que j'ai pu. Puis le roman se finit alors sur une espèce de... Là, on n'est plus chez Platon, on est chez Fénelon, dans une désappropriation chrétienne de soi. Enfin bon. De toute façon, je ne vais pas entrer dans tous ces détails, mais ce qui m'intéresse ici. Et donc moi, pour parler simplement de... Voilà, bon. J'ai conclu le roman, j'ai conclu donc le livre sur une conclusion sur la manifestation impitoyable du bien. Parce que
Jean Valjean, d'une certaine manière, son parcours, ce traumatisme, ça va être un traumatisme, c'est un traumatisme, hein, cette expérience du bien, écrit avec un bien, avec un B majuscule, lui fait mal, effectivement. Je dis ce bien qui fait mal à l'âme, ce bien qui fait mal à l'âme, qui vous oblige, qui vous traumatise, qui vous affecte, etc., et qui le transforme. Hein, c'est une transformation totale de lui-même, de l'homme qu'il était, il devient un homme nouveau. Quasiment, sauf après le petit passage de Saint-Gervais, etc. Bon, il vole une pièce de monnaie, mais il n'était déjà plus capable de ce mal. Donc il va être à la hauteur de ce bien, de cette expérience traumatique, qui va le déterminer, qu'il n'a pas choisi. Qu'il n'a pas choisi. De prédestination, il n'a pas choisi, hein, il n'a pas choisi de faire le bien. Il a été marqué par cette expérience traumatique, effectivement, du bien, dans son caractère impitoyable, dans son exigence impitoyable. Et il va être, toute l'affaire de sa vie, ça va être d'être à la hauteur. Hein. On pourrait dire à la fin simplement, j'ai fait ce que j'ai pu. C'est-à-dire que nous sommes toujours en deçà, si je peux dire, de ces exigences du bien. Pas simplement, voilà, c'est pas une affaire simplement de bonté, c'est pas simplement, et encore moins un calcul utilitariste de maximiser les intérêts. Ça n'a rien de tout ça. Ça a quelque chose d'ontologique et de métaphysique. Il a fait l'expérience quelque chose d'ontologique et de métaphysique. D'une certaine manière, dans une moindre mesure, Descola, je dirais pas dans une moindre mesure, Descola a fait aussi une expérience qui aurait pu être métaphysique d'une certaine manière, effectivement, malgré tout des choses qui ne se font pas, qui aurait pu avoir des répercussions ou des traductions métaphysiques ou un approfondissement et un approfondissement métaphysique. Ce que fait justement Léo-Strauss, qui lui prend ce type d'expérience, si je puis dire, très au sérieux, pour en tirer toutes les conséquences qui sont des conséquences métaphysiques. Très difficile de penser ça aujourd'hui à une époque post-métaphysique, où justement toutes ces catégories du bien et du mal sont totalement relativisées, etc. Mais ce que je dis simplement, et ce qui est intéressant, donc là on a l'expérience concrète de Descola, la limite effectivement du relativisme, la confrontation, si je puis dire, à une réalité morale, effectivement, qui surgit et qu'il reconnaît comme telle, et qu'il refuse absolument de contextualiser, que les autres contextualisent, mais qu'il refuse de contextualiser, ou l'incarnation, si je puis dire, de cette expérience du bien, de cette réalité morale dans le roman de Hugo. Mais je finis. Quand vous lisez Hugo, vous n'êtes pas en train de lire une histoire. Vous n'êtes pas en train de dire vous pouvez pas dire Hugo raconte l'histoire de Jean Valjean, etc. Pas du tout. Quand vous lisez ces passages-là, vous aussi vous faites cette expérience-là. Le lecteur fait cette expérience-là. Il est confronté à son tour à cette expérience-là. Le roman, c'est pas simplement une narration, une histoire qu'on raconte, etc. C'est un lieu aussi où quelque chose advient. Et dans ce roman-là, quelque chose se montre et se manifeste et nous touche aussi profondément, touche profondément notre sensibilité morale et même notre sensibilité spirituelle. Parfois la sensibilité morale, et ici plus que la sensibilité morale. Nous aussi, à notre tour, nous faisons une expérience. Merci.